Monsieur Emmanuel Reynard, professeur de géographie à l'Université de Lausanne. Monsieur Reynard a été successivement directeur de l'Institut de géographie entre 2008 et 2012, puis directeur de l'Institut de géographie et de durabilité en 2012 et 2016. Il dirige depuis 2018 maintenant le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne. L'un de ses domaines phares de recherche est la gestion de l'eau. Je lui cède volontiers la parole. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. J'ai intitulé cette présentation, on m'a demandé de faire une présentation un peu générale sur les concepts. Et j'ai choisi cette image de la région du Sanetch qui, à mon sens, cristallise bien les enjeux qui tournent autour de la gestion intégrée des eaux. D'une part, c'est une zone de ligne de partage des eaux entre le bassin du Rhin au nord, avec la Sarine, et le bassin du Rhône au sud, mais c'est également une région karstique avec l'importance des écoulements souterrains. Et puis, comme beaucoup de régions alpines, c'est une région qui est mise en valeur, notamment pour la production hydroélectrique. Vous avez un petit barrage ici au sommet de la carte. Donc, lorsque on parle de gestion intégrée, on se situe dans l'approche systémique qui est résumée un petit peu ici avec trois grands systèmes qui interagissent. Alors d'une part, le système naturel, et il y aura des présentations tout à l'heure qui vont mettre l'accent là-dessus, avec sa phase atmosphérique, climatique, sa phase des eaux de surface, des eaux souterraines, et puis évidemment également pour un pays comme la Suisse, l'importance du stockage sous forme de neige et sous forme de glace. Donc déjà toute une série de sous-systèmes qui interagissent les uns avec les autres de manière relativement complexe. De l'autre côté, on a le système des usages, avec des usages pour la plupart concurrents, mais également des usages qui sont en synergie parfois, comme par exemple les loisirs, les usages médicaux. Le centre thermal ici en est une illustration. Et puis entre deux, ce que j'ai résumé sous le terme de système de gestion au sens strict, avec en tout cas deux composantes importantes. C'est toute la composante technique des infrastructures de stockage, de transport, de filtration, etc. Mais également le système institutionnel, la question des droits, les droits de propriété, mais aussi les droits d'allocation des droits d'usage, par exemple le système des concessions que nous connaissons bien en Suisse, mais également les politiques publiques. Et le tout se réalise dans un système socio-économique et politique particulier qui varie évidemment d'une région à l'autre du monde. Gérer le Gange, ça n'est pas la même chose que gérer par exemple la Venoge pour la composante religieuse de cette rivière, pour prendre un exemple. Alors, je ne sais pas où est le Wi-Fi. Ah, il est là. Je vais organiser mon propos en trois parties. D'abord, revenir sur le concept. Qu'est-ce qu'on entend par gestion intégrée, son historique, et puis finalement, quels sont les enjeux plus particulièrement pour la Suisse. Alors, j'ai choisi délibérément une des définitions qui existent, il y en a évidemment plusieurs, qui est celle du Global Water Partnership, parce que c'est une institution qui joue un rôle central au niveau international pour le développement de ce concept, et qui considère donc la gestion intégrée des ressources en eau comme un processus qui promeut le développement, la gestion intégrée de l'eau, du territoire, et ça c'est important, c'est cette composante territoriale et des ressources connexes, afin de maximiser de manière équitable. On a toute la question de l'équité sociale, le bien-être économique et social, sans compromettre la durabilité des écosystèmes vitaux. Et on voit bien dans cette définition la volonté de montrer que la gestion intégrée, finalement, c'est de la gestion durable, puisqu'on reconnaît toutes les composantes de la durabilité derrière cette définition.
Ensuite, évidemment, dans le terme de GIR, le I est important, c'est cette notion d'intégration et elle est multiple. Il y a déjà l'intégration entre le système de la demande et le système de la ressource et l'équilibre qu'il faut trouver entre une gestion par l'offre qui consiste à aller chercher plus de ressources quand on a plus de besoins, mais aussi la gestion par la demande qui consiste à adapter la demande à la ressource disponible. Et selon les pays, on privilégie l'une ou l'autre des deux approches. Ensuite, il y a évidemment au sein du système des usages une intégration horizontale des différents usages à trouver, mais également une intégration verticale des échelles de gestion entre le niveau local et le niveau des grands bassins fluviaux, avec son corollaire qui est la coordination amont-aval. On connaît bien des cas de grandes rivières qui ont des tensions autour de cette composante amont-aval. Il suffit de rappeler le cas du Nil, par exemple, du Tigre, de l'Euphrate, où on voit que ce qui est pris comme politique publique à l'amont a des répercussions très importantes à l'aval. Parfois, c'est entre les deux rives. On a parlé tout à l'heure de Rhône 3. Durant tout le 19e siècle, il y avait un système qui était promu par les collectivités locales de part et d'autre du Rhône en Valais, qui était de créer des digues dites offensives, hein, qui avaient pour but de pousser le courant sur la rive opposée. Et ça crée des tensions très fortes entre les villages des rives droites et gauches de la rivière. Et puis il y a évidemment toute la question de la relation entre les eaux de surface et les eaux souterraines. La coordination à avoir entre une gestion par les infrastructures, qui est le domaine des ingénieurs, qui est un corps important de la gestion de l'eau. Il suffit de regarder en France le corps des ponts et chaussées, qui est un corps professionnel extrêmement important, mais aussi la gestion par les instruments institutionnels, la planification, le prix, les droits d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis finalement, cette nécessité de coordonner une gestion des terres et des eaux. Il y a des pays où on essaye d'avoir un équilibre entre finalement la gestion des crues. On laisse les eaux occuper une partie du territoire à certains moments. C'est le cas du Nil, par exemple. Donc on voit déjà ici toute une série de niveaux d'intégration qu'on peut mettre derrière ce terme de gestion intégrée des eaux. La gestion intégrée, je vais passer vite là-dessus, des ressources en eau dans le développement du concept a en tout cas 6 dimensions. Une dimension environnementale autour du bassin versant qui est souvent promue comme l'entité de gestion, mais on verra que ça pose un certain nombre de problèmes. Une dimension sociale qu'on a souvent derrière la notion de gestion intégrée qui est la participation des acteurs et pas simplement une gestion par l'État, par les institutions, une dimension économique avec des mécanismes de financement. Je rappellerai que les agences de l'eau en France s'appelaient des agences financières de bassin dans leur mouture initiale parce que elles ont été créées pour collecter les taxes et la mise en œuvre du principe du pollueur-payeur en France. Une dimension institutionnelle, le bassin versant, il a besoin d'une entité de gestion qui peut être variable, une dimension planificatrice, temporelle, avec différents horizons temporels, et puis finalement une dimension technique, notamment toute la question des données et du monitoring. Hop, je suis désolé, mais il n'est pas très réactif, ça. Voilà, et parfois il est trop réactif, évidemment. Alors on va revenir en arrière, si on arrive. Du point de vue historique, il y a un moment clé, c'est 30 ans en arrière, le sommet de la Terre de Rio. C'est là qu'au niveau international, on met en œuvre un grand programme de promotion de la gestion intégrée. Ça passe par une conférence de préparation du sommet de la Terre qui a lieu quelques mois plus tôt à Dublin et qui adopte un certain nombre de principes. Et un des 4 principes cardinaux qui est adopté, c'est celui de la gestion intégrée par bassin. Ça va être repris
dans le chapitre 18 sur les eaux de l'agenda 21, parmi les 7 domaines d'action, il y en a un qui est la promotion de la gestion intégrée par bassin, et ça va être mis en œuvre principalement par 2 institutions internationales, le Conseil mondial de l'eau, qui est en charge chaque 3 ans d'organiser le Forum mondial de l'eau, qui a son siège à Marseille, et puis le Global Water Partnership, qui a son siège à Stockholm, et qui est, on dira, l'institution technique et politique de promotion de cette, gestion intégrée. Ici, vous avez quelques images que j'ai prises du site du Global Water Partnership, où vous voyez notamment la question de l'intégration qui est vue dans un sens très large. C'est l'intégration notamment du domaine de l'eau avec toute une série d'autres domaines, comme la production d'aliments, comme la nature, comme l'industrie. Et puis un programme autant sur la connaissance que sur les bonnes pratiques, et puis finalement la création d'un partenariat ou de partenariats autour de cette question de la gestion intégrée des eaux. Et ici, vous avez une carte qui montre, selon cette institution, quel est le degré de développement de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle mondiale. En bleu, vert, vous avez les pays qui sont considérés comme étant assez avancés dans ce développement, et puis en orange, ceux qui sont moins avancés. Et vous voyez que l'Europe est bien placée de ce point de vue-là, et avec notamment la France, on le verra tout à l'heure, qui est un pays qui a énormément fait dans ce domaine-là. Alors, mais cette notion de gestion intégrée, elle n'est pas si récente que ça. Elle date d'en tout cas 2 siècles, avec ici notamment la carte de Philippe Buache, qui était le cartographe de Louis XIV à la fin du XVIIIe siècle. Et vous voyez les grands bassins français qui sont représentés. C'est quasiment la carte des agences de bassins actuelles. Et puis, dès le début du XXe siècle, on va avoir des initiatives au niveau régional dans différentes régions du monde. C'est le cas de la Ruhr, pour soutenir le développement industriel, qui va développer une approche par bassin, à la fois de l'ensemble de la Ruhr, mais également de bassins régionaux, pour coordonner les usages de l'eau pour l'industrie. Dans les années 30, c'est la Compagnie nationale du Rhône qui est créée en France sur le Rhône pour mettre en valeur le Rhône du point de vue industriel et énergétique. Et puis, c'est également la vallée du Tennessee aux États-Unis qui adopte une approche par bassin. Mais il s'agit d'initiatives, on dira, locales. Et c'est principalement l'Espagne qui est le pays qui va développer à l'échelle d'un pays une approche par bassin avec la création des confédérations hydrographiques dont vous avez la carte ici, les 10 grands bassins espagnols. Et c'est une approche qui vise à soutenir le développement économique, notamment agricole, de ce pays. Et vous connaissez aussi tous les grands transferts d'eau qui vont être mis en place entre le nord et le sud du pays. Et puis le pays qui ensuite portait cette approche au niveau international, c'est évidemment la France, avec la loi de 1964. Et là, on est dans un contexte de protection de la qualité des eaux. Les agences de bassin sont créées pour ça, pour mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur. Et puis ensuite, ça va s'essaimer dans d'autres pays et à l'échelon européen avec la création des districts hydrographiques. Alors, ce modèle, il s'affine au cours du temps avec les agences de l'eau en 1964. Et puis, la nouvelle loi de 1992, elle introduit un instrument que sont les SAGE et les SDAGE, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Ça, c'est à l'échelle des agences de bassin, des grands bassins. Et puis les SAGE qui sont réalisés à l'échelle des bassins régionaux.
donc des organismes, des instruments, pardon, des documents de planification de la gestion de l'eau. Et puis, parallèlement, dans le domaine plutôt de la protection de la nature, de la protection des milieux, on a l'instrument des contrats de rivière qui fonctionne plus ou moins sur le même principe de la gestion concertée à l'échelle de bassins versants régionaux. Et vous voyez qu'il y a, peut-être nos amis français pourront nous dire pourquoi, un peu une sélection des deux systèmes en fonction de la France. À l'ouest, on a plutôt fait des SAGE, à l'est, plutôt des contrats de rivière. Le modèle français va se développer dans plein de pays, notamment les anciennes colonies. C'est le cas au Liban, c'est le cas au Maroc, c'est le cas en Amérique latine. Et donc, beaucoup de pays, à la suite de 1992, vont développer cette approche par bassin, soutenue par la Banque mondiale et le FMI. La directive cadre de l'eau de 2000 reprend ce principe, fait des distinctions, notamment en développant la notion de district hydrographique. C'est le modèle des agences de bassin. Ce n'est pas forcément un bassin versant en tant que tel, mais une série de bassins. Et là, vous avez la carte des districts hydrographiques qui sont utilisés comme base de la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau. Alors, si on passe au cas de la Suisse on verra, il y aura plein d'exemples tout au long de la journée, donc je ne vais pas trop m'y attarder, mais à toute une série de systèmes de gestion intégrés. J'en ai choisi un certain nombre. Alors déjà au niveau, on dira, de bassins, déjà dans les années 60, on a des approches intégrées qui sont mises en place pour le Léman, on le connaît bien. C'est notamment à travers la Convention sur la protection des eaux du Léman, adoptée en 1963. Et puis, la même année, et on est une année avant les agences de l'eau, hein, c'est dans cette période des années 60, dans la problématique de la pollution des eaux, on a une convention plus ou moins identique pour le Rhin. Les cantons frontaliers vont aussi adopter, en les adaptant, l'approche française. C'est le cas de Genève. J'en dis pas plus parce qu'il y aura une présentation tout à l'heure, mais Genève a mis en place des contrats de rivière dans les années 2000, a mis en place des SPAGE dans les années 2010, et donc on retrouve quasiment les mêmes outils que du côté français. On aura une présentation du Doubs aussi, c'est un bassin transfrontalier avec la composante karstique qui est extrêmement importante. J'en dis pas plus parce qu'on en parlera tout à l'heure. Et puis ici, c'est une synthèse qui a été faite il y a quelques années sur la gestion intégrée des eaux en Suisse, qui montre toute une série de programmes qui sont mis en place à différents échelons de bassins versants. Mais vous voyez, une approche assez diversifiée et pas du tout unifiée comme dans certains pays. Et puis, dans les années 2000, et je pense que M. Scapozza en parlera tout à l'heure, toute une réflexion qui est menée à l'échelle suisse pour voir si ce concept devrait être développé et avec un concept assez plastique, assez adaptable, qui est privilégié. Alors, pour terminer, quelques enjeux qui tournent autour de cette gestion intégrée des ressources en eau et notamment la gestion par bassin, le choix du bassin hydrographique comme unité de gestion administrative. Il y a évidemment la composante souterraine, hein, qui ne suit pas forcément les eaux de surface. Ici, vous avez la nappe du Genevois, qui est une des ressources en eau importantes de Genève, du Grand Genève, hein, donc transfrontalière, et qui ne suit pas les bassins versants en tant que tels. Et donc, il faut faire avec, et je pense que tout à l'heure, notre collègue en parlera. Et puis, dans les régions karstiques, j'ai choisi ici le bassin de la Laine, dans le Jura, où vous voyez ici une partie du bassin versant hydrographique qui ne fait pas partie, hydrologiquement parlant, du système de la Laine. Et donc, dans les régions karstiques, c'est évidemment quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a ensuite
évidemment toute la question des dérivations anthropiques qui peuvent être extrêmement importantes. Alors, j'ai choisi 3 exemples. Le premier, c'est la question, c'est Lausanne. Lausanne qui a eu, au cours de son développement à partir du début du 19e siècle, des besoins en eau toujours plus importants et qui a aussi essaimé sur son bassin hydrographique, provoquant des problèmes de qualité des eaux importantes dans la région lausannoise elle-même, et donc qui est allé chercher toujours plus loin. C'était clairement une gestion par l'offre, avec notamment ces transferts d'eau qu'on connaît tous du pays d'en haut, bassin du Rhin, vers Lausanne, bassin du Rhône. Et donc là, on voit bien que cette notion de bassin versant hydrographique, elle n'est pas très facile à opérationnaliser. Dans les régions hydroélectriques, j'ai pris le cas de la Grande Xance, le bassin versant de la Grande Xance est à cheval sur toute une série de bassins versants hydrologiques. Et là encore, la notion même de bassin versant, avec tous les grands transferts d'eau, elle n'est pas facile à opérationnaliser. Et puis, j'ai pris un 3e exemple du canton du Valais, les Bis, sur ces petits bassins versants qui sont situés au nord du Rhône, qui ont pas mal de problèmes d'approvisionnement en eau. Eh bien, les villages sont sur les interfluves, toujours à cheval sur 2 bassins versants, avec des bis qui viennent d'un bassin, qui viennent de l'autre, et qui se retrouvent dans la zone agricole. Et donc là, la notion de bassin versant, c'est quoi? Est-ce que c'est tout le coteau ou est-ce que c'est chacun de ces bassins versants locaux? Et ça pose des questions de gouvernance. Le projet Lienne-Raspi, c'est un projet qui essaye d'aller au-delà de ce découpage en bassins versants. Et il faut plaider pour la mise en place d'espaces fonctionnels localisés en fonction des problématiques et des conditions locales. Ici, vous avez le cas de l'ancienne commune de Montana, où la commune se trouve ici, qui est en dehors de son bassin versant d'alimentation, qui est la Lienne, et donc avec des usages qui sont très dépendants aussi de l'altitude. Et donc, il faut bien mettre en place un système de gouvernance qui tienne compte de ces aspects-là. Et ici, j'ai fait référence aux travaux du VSA. J'ai vu que Luca Rossi est dans la salle, qui a proposé en fait une application du modèle de la gestion intégrée à la question spécifique de l'assainissement. Donc, ils prennent le taureau par un bout, qui est celui de l'assainissement des eaux, puis ensuite, ils ajoutent un 2e cercle de collaboration, d'intégration avec d'autres domaines. C'est une manière de faire également qui, et on le verra aussi tout à l'heure, a été adoptée par le canton de Fribourg, où les bassins versants de la mise en œuvre de la loi cantonale qui introduit le concept de la gestion par bassin. Ça n'est pas la Sarine, on voit bien la Sarine traverse tout le canton, mais ce n'est pas un seul bassin, mais c'est finalement des bassins de steppe, plus ou moins. Et puis là, j'ai mis 2 versions qui montrent aussi que c'est le résultat d'un choix de négociation politique, l'adoption des unités de bassins. Alors, pour terminer, quelques mots sur les aspects institutionnels. La structure fédérale, telle que la Suisse, est-ce qu'elle favorise ou au contraire, est-ce qu'elle est un problème pour la gestion intégrée? On peut dire que c'est ni oui ni non. Il y a des éléments plutôt défavorables. C'est le fait qu'on a déjà 3 niveaux de gestion dans le domaine de l'eau et on rajouterait un 4e. Mais en même temps, notamment en Suisse, on a une culture de la participation au niveau local et dans les pays fédéraux de manière générale, ça c'est favorable à la question de la gestion intégrée. Il ne veut vraiment plus. Et pour terminer, certains collègues de sciences sociales ont mis en avant une problématique assez importante et qu'on voit dans le développement du travail au niveau international, c'est le fait d'avancer le bassin versant comme le périmètre naturel de la gestion intégrée. Mais c'est un périmètre politique. Les choix, on l'a vu dans le cas de Fribourg, c'est des choix politiques et il y a un risque de passer à une gestion très technocratique, pas forcément de négociation politique et une certaine dépolitisation du système de gestion.
Donc, quelques conclusions très rapides. D'abord, derrière ce mot de gestion intégrée, il y a plein de réalités différentes et je pense qu'on doit tenir compte de ces réalités. C'est un modèle qui est déjà ancien, hein, qui a plus d'un siècle et puis qui s'est développé, notamment sous l'impulsion de la France et d'autres pays centralisés, avec des enjeux de mise en œuvre dans le niveau dans les pays fédéraux et très certainement la nécessité de définir des espaces fonctionnels de mise en œuvre qui vont au-delà du bassin versant hydrographique premier, si vous voulez. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelques questions pour M. Reynard? Pas de questions. Tu as été super clair. Oui, Emmanuel, avec ton expérience à la fois en recherche au niveau suisse, au niveau européen, quand tu vois l'historique aussi de l'évolution de ce qui a été fait déjà en Europe ou ailleurs, et puis ce qu'on voit maintenant en France, on a entendu parler des bassines, on voit pas mal de tensions qui arrivent. Comment tu vois l'avenir en Suisse? Allez, restons d'abord chez nous. Comment tu vois cette gestion intégrée des eaux sur les défis principaux? Est-ce que ça va plutôt être social, politique ou environnemental? Comment tu sens les choses dans les 10-15 ans à venir? C'est une question difficile. C'est la journée qui devrait y répondre. Bon, c'est sûr que la composante climatique, elle va être centrale. Hein. Si les choses, elles bougent autant, moi, j'ai quand même remarqué que depuis 5 ans, 10 ans maintenant, il y a vraiment un intérêt politique, plus marqué un intérêt médiatique, un intérêt social aussi. Les gens qu'on croise dans la rue, tout le monde est touché par ce qui se passe en Italie maintenant. Tout le monde était touché il y a un mois de l'énorme sécheresse. Et on se rend compte que cette variabilité qui a toujours existé, hein, déjà géographique, hein, gérer les eaux en vallée, c'est pas la même chose que gérer les eaux au Tessin. Mais cette variabilité devient plus forte. Hein, j'avais jamais entendu ce terme des Italiens qui disent qu'il y a une tropicalisation de leur climat. Et puis nous, on dit qu'il y a une méditerranéisation de notre climat. Hein, et, bon. Avec la barrière des Alpes. Et on se rend compte qu'en fait, on entre dans des systèmes beaucoup plus dynamiques auxquels on n'était certainement pas adapté. Et puis, donc ça, l'enjeu environnemental, il est central. Mais ensuite, il génère évidemment des enjeux politiques. Et c'est sûr que pour la Suisse, il va y avoir pas mal de changements ces prochaines années. Et puis dans le cas de la Suisse, on a quand même, du point de vue des quantités d'eau, je pense qu'il y a cette superposition de l'enjeu énergétique et puis de l'enjeu, on dira, de gestion des eaux. Et puis là autour, il va y avoir beaucoup de discussions pour faire la pesée des intérêts. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on privilégie un certain débit minimal dans les rivières ou est-ce qu'on privilégie l'approvisionnement énergétique suisse? C'est une question purement politique et des choix qui vont devoir être faits. Merci beaucoup. Une autre question? On a le temps, hein, on est dans le timing, donc on profite. Emmanuel, tu es quelqu'un qui a travaillé en Suisse, bon, passablement en Suisse romande, j'imagine, mais dans des morphologies différentes. Hein. Tu es quelqu'un qui connaît les Alpes, qui connaît un petit peu le plateau, qui connaît même nos vignobles, hein, puisque tu sais qu'on a des soucis dans ce secteur, et maintenant le Jura, entre ces types de morphologie, est-ce que tu vois des liens ou des différences importantes, ou dans le fond, qu'on soit dans le Jura, qu'on soit sur le plateau, qu'on soit dans les Alpes ou les Préalpes, finalement les problèmes sont les mêmes, ou en fonction des différentes morphologies,
on peut sortir peut-être des gouvernances différentes, des problèmes différents. Est-ce qu'il y a des expériences à tirer d'une région à l'autre? Bon, comme géographe physique, évidemment, je vais dire qu'il y a des différences, et puis ces différences, elles sont importantes. Tu évoques le cas de Lavaux, disons du vignoble vaudois, où traditionnellement, il n'y avait pas d'irrigation, il n'y a pas d'installation d'irrigation, il y a même des interdictions d'irriguer, sauf en cas de besoin. Et puis, 100 km plus loin, en Valais, c'est une pratique vraiment diffusée et qui pose aucun problème. Donc, on voit bien que la composante climatique, elle est centrale. Et donc, il faut s'adapter. Dans le Jura, la question des eaux souterraines, elle est très marquante. Dans d'autres régions, ça va être peut-être plus les dangers liés au glissement de terrain ou autres. Donc, évidemment, il y a un ancrage local. C'est pour ça que je pense que notamment aussi parce qu'on a ces différences cantonales, et le cas de la Broye, il est intéressant parce que c'est pas une rivière avec un amont dans un canton puis l'aval dans l'autre, ou rive droite, rive gauche, mais il y a un damier assez compliqué. Et puis on sait qu'il y a une gestion qui est différente. Il y a des pratiques, des approches, des lois aussi qui sont différentes d'un canton à l'autre. Donc la Suisse a toujours été assez pragmatique sur plein de problèmes et adapte, met en place des situations ad hoc. Je pense que pour la gestion intégrée, c'est le cas. Par contre, où on peut s'inspirer des autres, c'est que comme on est dans une situation de changement, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se fait là où on est dans la situation temps N+1. Hein, et donc... par exemple, pour le cas de l'irrigation des vignobles, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe en Valais pour développer peut-être ce qui veut se faire dans le canton de Vaud. C'est un exemple. Hein. Peut-être il y a des exemples dans l'autre sens. Hein. Ce n'est pas pour dire qu'il faut s'inspirer du Valais, évidemment. Parfait, merci beaucoup.